Ok, vous n'avez certainement pas encore vu cette interview. Suivant. Présidente Mazzola, chère Roberta, ministre Biara, honorables membres, le Conseil européen de cette semaine consiste à affronter la réalité du moment. La réalité d'un monde devenu dangereux et transactionnel. Un monde de guerre. Un monde de prédateurs. La réalité de ce monde signifie que nous, Européens, devons nous défendre et nous devons compter sur nous-mêmes. Nous vivons dans ce monde depuis un certain temps, même avant. Le plus grand signal d'alarme de tous, ce fut l'invasion illégale de l'Ukraine par la Russie en février 2022. La paix d'hier n'est plus. Nous n'avons pas le temps de nous complaire dans la nostalgie. Ce qui compte, c'est la manière dont nous affrontons le présent. Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser la vision du monde des autres nous définir. Aucun d'entre nous ne devrait être choqué par ce que les autres disent de l'Europe. Mais permettez-moi de dire ceci. Ce ne serait pas la première fois que les idées reçues sur l'Europe se révèlent dépassées. Ce ne serait pas la première prise de conscience que l'ordre mondial d'après-guerre est en train de changer au point d'en devenir méconnaissable. La stratégie de sécurité nationale a raison. De dire, et je cite, « L'Europe a perdu des parts dans le PIB mondial, passant de 25% en 1990 à 14% aujourd'hui. » Fin de citation. Mais ce qui n'est pas écrit, c'est que les chiffres des États-Unis suivent la même tendance. Les États-Unis ont vu leur part du PIB mondial passer de 22% en 1990 à 14% aujourd'hui. Il ne s'agit donc pas de l'économie d'un seul côté de l'Atlantique ou de l'autre. C'est l'histoire du basculement de l'économie mondiale. Si l'on prend la Chine seule, sa part du PIB mondial est passée de 4% en 1990 à 20% aujourd'hui. C'est pourquoi les États-Unis ont clairement affirmé depuis un certain temps l'évolution de leurs intérêts et priorités stratégiques à mesure que la Chine prend de l'importance. Ce que je veux dire, c'est que cette stratégie ce n'est pas la cause des bouleversements auxquels l'Europe est confrontée dans le monde. C'est un symptôme de la réalité du monde d'aujourd'hui. Ainsi, notre tâche lors du sommet de cette semaine est de montrer que nous sommes concentrés sur notre propre stratégie, nos propres intérêts et nos propres priorités. Et c'est pourquoi je veux le répéter depuis cet endroit même où je l'ai dit lors de l'état de l'Union, c'est le moment de l'indépendance de l'Europe. Depuis que nous avons commencé à utiliser ce terme, l'indépendance, beaucoup ont été sceptiques quant à ce que cela implique. Est-ce même réaliste? Eh bien, regardez simplement ce que nous avons déjà accompli. De la défense à l'énergie, nous avons rendu possible l'impossible dans le cadre de notre nouvelle réalité. Et nous sommes prêts à faire encore plus, car dans notre indépendance, nous nous rendons plus forts. Une Europe plus forte est un partenaire plus fort, non seulement pour promouvoir, mais aussi pour garantir un monde plus sûr. Et regardons les progrès que nous avons accomplis. Nous entrons dans une nouvelle ère, celle de l'indépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis des combustibles fossiles russes. Et cette Assemblée a été un leader sur ce sujet dès le premier jour et je vous en remercie. Vos efforts ont porté leurs fruits. Vos efforts ont porté leurs fruits, car grâce à REPowerEU, les importations de gaz russe, qu'il s'agisse de GNL ou de gazoduc, sont passées de 45% au début de la guerre à 13% aujourd'hui. Les importations de charbon sont passées de 51% au début de la guerre à 0. Et le pétrole brut est passé de 26% au début de la guerre à 2% aujourd'hui. Tout cela signifie
Nous allons éliminer définitivement et pour toujours les combustibles fossiles russes. Et il y a seulement quelques années, cela était impensable. Mais nous avons agi et nous avons conquis notre indépendance vis-à-vis de la Russie. Ce n'est pas un hasard. C'est le fruit d'un travail acharné que nous avons accompli ensemble. Et c'est un travail acharné qui a été porté par ce qui fait de nous des Européens. Notre sens du but, notre union, notre volonté politique. Nous avons désormais notre modèle pour avancer, que ce soit sur les matières premières critiques, avec notre plan ressources UE, ou sur la diversification et le renforcement des chaînes d'approvisionnement grâce à des accords commerciaux ambitieux de l'Amérique latine à l'Indo-Pacifique. L'ère de l'indépendance de l'Europe doit être irrésistible. Et il nous reste encore du travail à accomplir. Nous devons aller plus loin, nous devons agir rapidement, et cela est particulièrement important en matière de sécurité et de défense. Le constat est simple, l'Europe doit être responsable de sa propre sécurité. Ce n'est plus une option, c'est une nécessité. Et nous connaissons les menaces auxquelles nous faisons face et nous les affronterons. Cela signifie que nous devons être prêts. Nous devons développer et déployer de nouvelles capacités afin de pouvoir mener une guerre hybride moderne. Là encore, nous déplaçons des montagnes. Après des décennies de sous-investissement, nous sommes en train de changer la donne. Nous transformons notre base industrielle de défense en une base capable de répondre aux besoins. Des technologies de pointe et une production de masse rapide dans le creuset de la guerre. Cette année, nous avons fait plus pour la défense que lors des dernières décennies. Au cours des 10 dernières années, nous avons investi 8 milliards d'euros dans le fonds de défense. Cette année, nous avons permis jusqu'à 800 milliards d'euros d'investissement d'ici 2030. Et nous avons vu à quel point notre programme SAFE a été sursouscrit avec une demande de 19 États membres dépassant rapidement les 150 milliards d'euros mis sur la table. Et les États membres demandent déjà une nouvelle série de SAFE. Et cela montre notre engagement européen envers notre sécurité européenne. Et, honorables membres, cette montée en puissance de la défense ne concerne pas seulement la défense, nous le savons tous. Il s'agit de notre liberté, de notre prospérité et de notre indépendance. Et il n'y a pas d'acte de défense européenne plus important que de soutenir la défense de l'Ukraine. Les prochains jours seront une étape cruciale pour garantir cela. Il nous appartient de choisir comment nous finançons le combat de l'Ukraine. Nous connaissons l'urgence, elle est aiguë, nous la ressentons tous, nous la voyons tous. Car tout comme les négociations de paix s'intensifient, le barrage d'attaque russe s'intensifie également. Désormais, le FMI et nos estimations montrent que les besoins de l'Ukraine pour les années 2026 et 2027 s'élèvent à environ 137 milliards d'euros. L'Europe devrait en couvrir les 2/3, soit 90 milliards d'euros. Et il ne s'agit pas seulement de chiffres, il s'agit de renforcer la capacité de l'Ukraine à garantir une paix réelle, une paix juste, durable, qui protège l'Ukraine et protège donc aussi l'Europe. Et il s'agit aussi d'augmenter le coût de la guerre pour la Russie. Et c'est pourquoi j'ai proposé 2 options différentes pour ce prochain Conseil européen. L'une basée sur les actifs et l'autre sur l'emprunt de l'Union européenne. Et nous devrons décider quelle voie nous voulons emprunter, quelle direction nous voulons prendre. Mais une chose est très très claire. Nous devons prendre la décision de financer l'Ukraine pour les 2 prochaines années lors de ce Conseil européen. Et nous avons déjà franchi une étape très importante.
La semaine dernière, nous sommes tombés d'accord sur l'immobilisation durable des avoirs russes. Et c'est une étape décisive qui envoie un message politique très fort. Cela signifie que les avoirs russes resteront immobilisés jusqu'à ce que nous en décidions autrement, jusqu'à ce que la Russie mette fin à la guerre et jusqu'à ce que la Russie paie dûment des réparations à l'Ukraine pour les dommages causés. Et avec les avoirs immobilisés indéfiniment, il s'agit aussi de renforcer la capacité de l'Ukraine à garantir une paix réelle, une paix juste, durable et qui protège l'Ukraine et l'Europe. Mesdames et messieurs les députés, nous devons également parvenir à un accord. Cette semaine, sur les sujets évoqués par le ministre Bierre, je souhaite me concentrer sur les thèmes que j'ai mentionnés ici. Nous parlerons beaucoup lors de ce débat de la nécessité de l'indépendance européenne et de la manière dont nous pouvons l'atteindre. Et ce Conseil européen ainsi que la décision concernant l'Ukraine en sont un élément central. Mais nous devons toujours nous rappeler pourquoi l'indépendance est si importante dans le monde d'aujourd'hui. Elle est importante parce qu'au fond, l'indépendance concerne notre liberté. La liberté de décider et de faire nos propres lois, la liberté d'agir comme nous le souhaitons, de défendre nos propres intérêts.